Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cet event Battle d'Algo. Comme vous le verrez par la suite, l'algo est très important chez Sphere, mais je ne vais pas spoiler pour l'instant. Je vais me présenter très rapidement. Moi, je m'appelle Claire Gimomi. J'ai rejoint Sphere il y a un petit peu plus de 6 mois en tant que Talent Acquisition Staff. Et du coup, je participe au recrutement de nos 7 agences, donc en France, Luxembourg et Belgique, plus récemment. Donc, avant de commencer ce talk, juste un petit rappel du coup concernant la plateforme Zoom. Vous pouvez bien sûr donc partager tous vos commentaires et vos questions sur la partie Q&A. Donc, j'espère que Lisa va forcément trouver une solution et on y répondra du coup dans un second temps. Et juste pour information, le replay du coup de cet event vous sera envoyé du coup par mail demain dans la journée. Du coup, concernant le programme de cet événement, donc une rapide présentation de Sphère, la place de l'algo chez Sphère, une présentation du coup de l'énoncé, présentation du coup des algos qui ont été soumis par vos soins. Et du coup, en dernier lieu, ce sera toute la partie Q&A qui sera proposée. Alors, les intervenants, donc, ils sont nombreux. Déjà, merci à Damien, Jérémy, Vincent, Yacine, Fatima et Rami qui ont pris beaucoup de temps du coup pour réaliser cet événement. Et un grand merci à Lisa, du coup, le travail de l'ombre qui a permis que tout ça se goupille le mieux possible dans l'organisation. Du coup, concernant Sphère, je vous présente rapidement Sphère, qui est une entreprise du coup spécialisée dans le développement informatique, qui a plusieurs domaines d'expertise, donc tout le développement applicatif, la partie mobile, la partie API, cloud et data. Donc, on est très axé du coup sur l'aspect humain, la montée en compétences et la formation. Vous voyez qu'on a formé plus de 4000 personnes cette année et les années précédentes. Et on a surtout la chance d'avoir une très forte culture d'entreprise qui s'appuie sur 5 piliers: l'excellence, la diversité, la bienveillance, la liberté et la responsabilité. Et du coup, je passe avec grand plaisir la main à Yacine et Vincent qui vont présenter la place de l'algo chez Sphère. Merci Claire. Donc, pour commencer, au quotidien, donc, on passe des playoffs pour recruter des gens chez Sphere. Et du coup, l'importance parmi les entretiens qu'on fait passer, c'est la partie algorithmique. Et du coup, l'importance de cette partie, cette partie de l'entretien, c'est d'assurer que le candidat ait un niveau d'abstraction des problèmes parce qu'en fait, quotidiennement, on résout des problèmes d'algorithme, même si on ne fait pas attention. Par exemple, la simple exemple, c'est quand on voulait passer à voir un ami, passer vers un magasin, faire plein de points d'arrêt dans notre trajet. Et du coup, on doit, dans un premier temps, définir le moindre coût, c'est-à-dire le moins de temps. Et s'il faut payer de l'argent, du coup, moins d'argent possible. Et du coup, c'est un problème qu'il faut résoudre, qu'on résout d'une manière intuitive sans trop réfléchir. Mais ça, c'est un exemple d'algorithme qu'on résout. Et du coup, quand on passe au niveau informatique, on ne peut pas prononcer cette problématique comme ça à la machine. Il faut bien arriver à l'abstraire, à la définir avec un langage compréhensible de un par la machine et de deux par nos collègues qui vont travailler avec nous et qui vont voir et collaborer sur notre proposition. Et du coup, l'abstraction et l'importance de cette partie, c'est de pouvoir choisir les bonnes structures de données, choisir le bon paradigme de programmation, plein de trucs qui permettent de ressortir avec un algorithme optimal et qui fonctionne bien. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à Alors, dire ouais, là-dessus. alors moi, je voulais préciser au quotidien, hein, cette partie algorithmique, évidemment, on ne s'amuse pas à résoudre 10 problèmes d'algorithme tous les jours au quotidien, mais cette capacité d'abstraction d'un problème qu'on peut rencontrer, hein, que ce soit un problème métier, fonctionnel, que nous, développeurs, on est chargé en tout cas de retranscrire et d'implémenter. On a besoin de l'abstraire, notamment quand on est, on dit tous les jours, hein, en code review. Pour faire une code review efficace, il faut comprendre où est le problème qui est en tout cas attaqué avec cette implémentation technique. Voilà, et cette capacité d'abstraction-là qu'on
on met en jeu à chaque petit algorithme, bah, c'est hyper important pour qu'on puisse tous communiquer sur les mêmes bases abstraites, dirons-nous, et que tout le monde bah, du coup, puisse regarder ce qui est fait, communiquer et construire ensemble des solutions techniques. Voilà, c'est ça. En plus, bah, pendant les playoffs, on cherche surtout à avoir, en plus de la capacité d'abstraire un problème, bah, la capacité de bien expliquer une solution. Parce que même si on arrive avec une solution, mais on n'arrive pas à l'expliquer, à la présenter, bah, au final, bah, plus ou moins, ça ne sert à rien. Il faut arriver à bien exprimer sa problématique, sa solution. L'objectif, c'est d'être clair et compréhensible par n'importe quelle personne. Voilà. Donc, on peut laisser à Jérémy qui va nous parler un peu de Je reprends là. Battle. Donc là, on va vous présenter en fait du coup l'exercice qui était pour donc du coup cette battle d'algo. Hop, si j'arrive à bouger les slides. Donc la problématique, donc c'était donc c'est on va dire un puzzle donc réalisé en mars 2009 par LabPixie, qui était une équipe de développeurs israéliens. Donc le principe du jeu, c'est d'avoir une grille, excusez-moi, une grille n fois n en fait, et avec un certain nombre de couleurs. Et vous allez commencer en haut à gauche du puzzle, et petit à petit, l'idée, ça va être d'étendre votre zone en à chaque fois sélectionnant une couleur, et la zone va absorber les couleurs qui étaient adjacents à votre zone actuelle. Et donc, l'idée, c'est de remplir le tablier en une seule couleur en un nombre minimum de coups, en fait. Donc, au niveau des règles du jeu, c'était donc du coup trouver le minimum de coups pour y arriver, de ne pas dépasser 2 minutes d'exécution. Et après, il n'y avait pas de taille max en termes de grid. Ça pouvait aller jusqu'à en 2 par 2 à 20 par 20, voire même plus, et avec n'importe quel langage de programmation, parce que là, l'idée, c'est de tout s'intéresser à l'algorithmique et pas au est-ce que vous codez bien en Java ou est-ce que vous codez bien en Python, quoi. Là, par exemple, un exemple. Donc là, on a un tableau de 4 par 4 avec donc là, j'ai mis juste les lettres. Donc, par exemple, on a bleu, rouge, jaune, vert. Et donc, on commence en haut à gauche dans la case avec la case bleue, qui est déjà un peu avec une couleur. Donc, on va sélectionner, par exemple, la couleur rouge. Et du coup, on va absorber toutes les couleurs rouges qui étaient du coup adjacentes au bleu. Donc là, vous pouvez voir dans le deuxième tableau au milieu, donc on a absorbé tout le bloc rouge qui avait un carré adjacent à un autre. Et du coup, tout notre bloc devient rouge. Et on recommence avec la couleur jaune qui, on a absorbé du coup le jaune qui était troisième ligne à gauche et troisième ligne tout à droite. Et l'idée, c'est de recommencer ça petit à petit jusqu'à n'avoir qu'une seule couleur. Donc là, avec de la couleur, visuellement, ça donne ça. Donc on a notre carré bleu en haut à gauche. On va sélectionner du rouge. Du coup, en gros, notre zone va être toute la partie un peu en Z au niveau du rouge, et après, elle va devenir jaune. Et ainsi de suite. Hop. Et je passe la main à Damien et Fatima, et Rami. Fatima, je sais pas si elle est avec nous. Oui, j'avais du mal à activer le micro. Du coup, bonjour à tous, parce que je n'ai pas eu le temps de me présenter avant. Donc, je m'appelle Fatima et je suis data engineer chez Sphere. Et du coup, merci d'avoir envoyé du coup vos algos, sinon on n'aurait pas pu les traiter, etc. Nous avons reçu au total 21 algos dans 8 langages de programmation différents, ce qui prouve du coup que peu importe le langage, l'algo est toujours le même pour tout le monde. Voilà. Et du coup, merci à tous ceux qui sont dont le nom est là. Hop. Du coup, petite question, en fait, un petit sondage, si vous pouvez répondre. Du coup, qui a essayé de faire le jeu? Et si vous avez déjà essayé, est-ce que vous avez du coup des difficultés que vous voulez partager avec nous et avec tous les participants?
bon. Je ne sais pas si on reçoit des messages que je ne les vois pas ou on n'en a pas reçu. Moi, j'avoue que je ne sais pas ce que j'appuie sur discuter. J'ai vu une infobulle sur discuter, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez quand je fais des actions Zoom ou pas, en fait. Oui, Ouais. En on a tout des- cas, pour répondre à cette question, parce que du coup, moi aussi, j'ai essayé de faire le jeu. Et Damien aussi, tu peux faire ton retour d'expérience. Bon, la plus grosse problématique que j'ai eue, c'est en termes de taille, du coup, de grille. C'est que soit je trouvais une solution optimale, mais que du coup, ça prend beaucoup de temps, soit la solution n'est pas optimale, mais qui est très rapide. Donc, il fallait faire un petit peu un choix entre les deux. Et je sais que je me suis arrêtée à 9x9 avec 4 coloris, je pense, pour avoir la solution optimale. Et, sinon, celle qui est rapide, elle ne donnait pas la bonne réponse, quoi. Et ce n'était pas le but de notre battle. Damien, tu as quelque chose à dire? Il y a Tom Avril qui répond cool avec Rust d'avoir joué à ce petit jeu. Du coup, merci à vous. Pour ma part aussi, j'ai essayé donc de résoudre ce petit challenge. Je me suis aussi arrêté aux alentours de 10x10 ou 11x11 avec 5 ou 6 couleurs, avec les mêmes problématiques. Moi, je me suis concentré sur une solution qui essaie de trouver le nombre de coups minimal, alors qu'il peut y avoir d'autres solutions proposées qui vont essayer de chercher une solution le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc voilà, deux approches différentes. On aura le temps d'en parler plus tard sur les solutions, différents types de solutions proposées. Jérémy, tu peux passer à la diapo suivante sur donc les critères de notation du tournoi. On a donc reçu tous vos algos. On a pu un petit peu en faire tourner pour certains. Certains donc pas eu le temps d'être traités, certains ne marchaient pas lors de l'exécution. Tu peux rester sur la diapo 14, enfin celle de juste avant, merci. Et donc, comment est-ce qu'on a évalué toutes ces soumissions d'algorithmes? Déjà, la première chose, c'était d'avoir pu faire fonctionner l'algorithme dans un premier temps. Deuxièmement, c'était regarder la taille de la solution qui était retournée. Si par exemple, un algo a trouvé une solution en 19 coups et un autre trouve une solution en 17 coups, peu importe le temps d'exécution, on regardait seulement qui avait le coût minimum. C'était le premier critère qu'on avait pour évaluer donc cette compétition. Le deuxième critère, en cas de taille de solution identique, là, on s'intéressait au temps d'exécution, puisque évidemment, il fallait départager d'une manière ou d'une autre les candidats. Et donc là, c'était la deuxième chose qu'on regardait pour avoir tout de même un classement. Tu peux sauter la diapo qui arrive et passer à la 17. Oui, super. Et donc là, je passe la parole à Vincent. Alors juste avant de lui passer la parole, je précise un truc, on n'aura pas la possibilité de faire jouer tous les algos. C'était un souhait qu'on avait, mais finalement, c'est impossible de le faire. Il nous faudrait des heures entières pour, pour regarder sur plusieurs grilles, plusieurs algos. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre deux algorithmes qui ont plutôt bien marché. Et donc, Vincent, je te laisse la parole pour les jouer en live. Tout à fait. Alors, en précision, comme a dit Damien, par faute de temps et parce qu'on ne travaille pas chez CER le week-end, en tout cas on évite, tous n'ont pas pu être tournés. Voilà. Dans le temps parti, le nom des gagnants qui vont être annoncés ont été présentés, c'est temporaire. En tout cas, tous les algorithmes aient eu la chance d'être passés. Donc, il en reste un tiers à peu près. Voilà. Et je contacterai par mail, c'est moi qui ai reçu les algorithmes. Parce que j'ai eu quelques algorithmes où j'avais du mal à les faire tourner. Donc, je contacterai les personnes en question, au moins pour qu'ils aient la chance de gagner cette magnifique peluche. Donc, en tout cas, on va passer en tout cas, deux algorithmes soumis par deux des participants. Et on va les faire jouer sur une taille de grille qui a été assez sélective, en tout cas, sur les soumissions. On a eu 21 soumissions. Et il y a une grosse moitié des soumissions qui quand elles n'abordaient pas l'approche la plus rapide, c'était à partir de cette taille de grille-là qu'on avait des problèmes, on va dire, de scalabilité. Donc, je vais présenter mon écran, je vais vous les faire jouer en live. Hop. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Yes. Voilà. Donc, la grille sélectionnée que je peux vous montrer, qui est ici, pour zoomer.
Voilà, donc c'est une petite grille, donc en chiffres, voilà, en chiffres, c'est pas des vraies couleurs, hein. En chiffres, nous avons une grille de taille donc 11 avec 6 couleurs différentes. Voilà, donc comme le disaient Fatima et Damien, c'est à partir de cette taille de grille, cette complexité-là, voilà, que, on va dire, fallait faire un choix entre respecter un certain délai de réponse et pouvoir et donner une réponse tout court, en fait. Voilà, donc nous avons donc sélectionné deux personnes. Bon, une implémentation, vraiment, les implémentations diffèrent en termes de langage, donc il ne faut pas forcément comparer le temps absolu de résolution. Voilà, mais nous avons une petite solution en Go, notamment, qui donne une résolution de cette grille. Et on a sélectionné aussi une autre solution en Python qui voilà, a déjà relevé la grille et le résultat est affiché ici. Voilà. Donc, la solution en Python a déjà terminé quand la solution ici n'a pas encore trouvé, en tout cas, la meilleure solution. Et donc, elle va prendre l'entièreté des 2 minutes disponibles afin de retourner la solution à cette grille. Donc, si on zoome encore, hein, la grille fait 11 fois 11. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de remplacer toutes ces cases. Donc, il y a 121 cases, si je ne dis pas de 11 au carré, 121 cases, en moins de coups possible, sachant que la solution, il y a toujours une solution à ces problématiques. La solution triale étant de changer, d'essayer toutes les couleurs les unes à la suite des autres. Voilà, ce qui résout le problème de manière triviale. Donc, la solution, en tout cas, proposée ici par algorithme, donc, est donnée ici. Voilà, donc on peut compter en 2 coups, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 coups. Voilà, et la solution retournée ici, sur des zooms, elle donne 22 coups. Voilà, donc je vous laisse la main, Damien, Fatima, si vous voulez comparer un peu les implémentations, quels choix d'algorithmes ont été faits. Juste pour une pour cette remarque, du coup, j'ai essayé de faire un brute force là-dessus, donc qui va comparer tous les résultats. Et il s'est arrêté au bout de 6 x 6, du coup, une grille de 6 x 6 avec 4 couleurs, parce que ça dépassait la mémoire, du coup, qu'on ne pouvait pas tout stocker. Voilà. Voilà, on a testé des grilles pour toutes les soumissions. En tout cas, on a testé des grilles allant jusqu'à, je n'ai pas dit, 100 x 100. La plus grande grille étant de difficulté normale, en tout cas, étant en 50 x 20 couleurs. Voilà. Voilà. Sachant que cette grille-là, du coup, il y a 2500 cases avec 20 couleurs différentes. Voilà. Il n'y a aucun algorithme, on va dire, ayant donné une résolution optimale dans ceux qui ont été soumis. Sachant qu'on a une taille de grille tout à fait respectable. Donc, je vous passe la main, Fatima et Damien, si vous voulez commenter l'implémentation de chacun des 2 propositions. Tu veux que j'aille, Fatima? Oui. Ok. Du coup, pour la première que tu as montrée, celle qui s'exécute rapidement, donc celle avec 21 coups, si je ne dis pas de bêtises, pour la plupart des algos la plupart des grilles qui ont été testées avec cet algo étaient retournées en moins d'1 seconde. Et c'est le cas aussi pour la plupart des algos qu'on nous a envoyés qui implémentaient ce genre de solution, plutôt greedy. Donc tout ce qui est algo glouton, on en parlera après. Ça se faisait très rapidement dans la seconde, en fait, en ordre de grandeur. Et donc là, on a vu que la solution de taille 21 n'était pas optimale si on la compare à l'autre algo qu'on vient de faire tourner, qui avait une solution de taille 19 et qui a pris dans les 40 secondes pour être exécuté. Alors, et donc ces 2 types de solutions, si tu veux, tu peux reprendre le partage, Jérémy. Oui. Hop, on est à la diapo 18, si tu veux. Ça vient après. Celle-ci, ouais. Hop, je te repasse la main, Fatima. Ouais, du coup, est-ce que vous avez essayé de savoir du coup l'appellation de ce genre de problème? Moi, j'aimerais bien du coup savoir si c'est oui ou un non ou pas très sûr. Je ne vois pas les réponses, malheureusement. Mais en tout cas, tu peux passer à la suite, Jérémy. Et du coup, est-ce que le NP difficile vous dit quelque chose ou en anglais le NP hard? En commentaire, on a
du Ah, pas sûr, non et oui. oui, on a Pour, un oui du coup voyons, pour les NP difficiles. Ok. Donc, c'est un peu mélangé, on a un peu de tout. NP difficile. Mais du coup, voilà, c'est ça l'appellation de ce genre de problème. Et donc j'ai décidé de vous le présenter pour ceux qui ne le savent pas. Donc, diapo suivante. Bon, alors, du coup, j'ai mis un petit graphique qui illustre tout ça. Donc, certainement, donc les problèmes que vous connaissez, c'est du coup tout simplement les classes des problèmes qui se résout en une complexité du coup polynomiale. Ces ensembles-là sont tout simplement, enfin ça vient de la théorie de la complexité, ou ce qu'on appelle aussi l'informatique théorique. Donc c'est le domaine qui étudie un peu le temps de calcul, l'espace mémoire, la taille des circuits, etc., ou plein d'autres métriques aussi, et qui permettent grosso modo de juger un algo du coup, à sa capacité de résoudre une problématique algorithmique. Donc, si je peux faire un petit peu un abus de langage, ça représente un petit peu la difficulté de problème, mais pas la difficulté dans le sens de trouver la solution, mais à implémenter la solution, mais plutôt à la calculer, à l'exécuter, à l'implémenter. Enfin, pas l'implémenter, pardon, l'exécuter. Du coup, NP, c'est les problèmes qui sont connus, du coup, avec une démonstration ou une implémentation, pas avec forcément un algo polynomial, mais qu'on peut vérifier polynomialement. C'est-à-dire que une fois qu'on a la solution, on peut vérifier si c'est OK ou pas. Et puis, il y a aussi du coup les NP complets, donc qui sont du coup qui vérifient deux critères. C'est si la solution est efficacement trouvée du coup en temps polynomial, donc ça veut dire que c'est un NP, mais qu'il y a aussi le critère que tous les problèmes de NP qui sont, se ramènent à celui-là. C'est typique un peu le problème du sac à dos. Voilà. Et les NP difficiles, en fait, c'est comme les NP complets, sauf que eux, du coup, ne sont pas forcément des problèmes de décision. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans NP, c'est des problèmes de décision, et ceux qui sont dans NP difficile, ça peut être des problèmes de décision, comme ça peut ne pas l'être. Et on est dans le cas NP difficile, parce que du coup, tout simplement, on n'est pas dans un problème de décision. Là, on est à la recherche, pas que de la solution, on est à la recherche de la solution avec le plus court chemin. Voilà, on peut passer à la suite. Je ne sais pas si c'était clair, du coup. J'ai utilisé beaucoup d'abus de langage. Pour la suite, du coup, on peut faire un zoom sur l'ensemble des solutions qui sont proposées Pardon, je vous d'être. interromps. Oui. Dans le chat, il y a une question. Quel est le problème du sac à dos? Quelqu'un veut répondre Alors, en fait, le sac à dos, c'est un problème d'optimisation de base qui, à la fois, en gros, on a plusieurs pierres de différentes tailles et différents poids. Et on essaye de tous les mettre dans le sac à dos. Et donc, on cherche la solution à ce problème-là. Donc, pour mettre le maximum de poids dedans sans dépasser le volume. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'est bon. Non, c'est la seule question. OK. Merci Lisa pour la question. Du coup, on peut, je disais, faire un zoom sur l'ensemble des solutions qui ont été proposées pour résoudre le petit challenge Colorite. Donc, on a différentes classes de solutions. La première proposée étant le brute force,
Du coup, le brute force, c'est quelque chose qui consiste à basiquement tester l'ensemble des solutions, toutes les branches de l'arbre des possibilités. Et on va aller tout explorer pour vérifier, du coup, une fois qu'on a barré l'ensemble de ces possibilités, on pourra dire avec certitude, celle-ci, c'est la bonne solution parce que je les ai toutes testées et que j'en suis certain. Pour faire cette vérification, donc il y a plusieurs possibilités. Soit on peut faire une recherche dans cet arbre de possibilités par profondeur, c'est-à-dire on commence par aller tout au bout de la première branche, ensuite on revient d'un cran et on va explorer les autres branches, etc. etc. Une autre manière de faire, c'est une recherche en largeur, c'est-à-dire on se dit qu'on explore l'arbre des possibilités en commençant par les tailles 1. Donc on va regarder si on peut résoudre le problème seulement en faisant un coup. Ben, on voit que non, du coup on passe à la taille 2. On regarde toutes les possibilités qui font 2 coups, on voit qu'on peut pas, etc., etc., jusqu'à ce qu'il y ait finalement une possibilité qui existe. Et on se dit, ah ben on a trouvé une solution qui peut être valide pour résoudre la grille donnée en taille 14. Ben, dans ce cas, on a testé toutes les tailles 14, on a trouvé une. On n'a rien trouvé au-dessous de la taille 14, donc on est sûr que la taille 14 sera la taille valide pour résoudre le problème. Donc inutile d'aller vérifier la taille 15. Donc voilà, c'est deux approches différentes de brute force. Alors c'est pas idéal, c'est-à-dire que peut y avoir, faut rester là, il peut y avoir des optimisations à faire. Ce sera la slide du coup juste après que Fatima présentera. Mais pour le coup, cette approche-là a des inconvénients. Avantages comme inconvénients. Avantage, c'est qu'on est certain d'avoir la meilleure solution. Mais on peut quand même être très vite dépassé sur le temps nécessaire et les ressources qu'on a disponibles pour répondre aux problèmes. Dès que la grille commence à dépasser entre 10 et 15, on est sûr qu'avec ce genre de solution, on ne pourra jamais retrouver la solution optimale parce que ça prendrait très vite des années de temps d'exécution, alors qu'en taille 10, on arriverait à le résoudre. Alors, les ordres de grandeur de données que je donne sont valables pour l'algo que j'ai fait, mais peut-être qu'il y a d'autres implémentations qui sont plus efficaces que les miennes, j'en doute pas. Ouais, là, l'algorithme A*, je laisse Fatima la parole pour nous en parler. Alors pour l'algorithme A*, en fait, ça vient pas de moi, ça vient d'une recherche d'un doctorant du coup en Indonésie, où j'ai trouvé cette implémentation qui garantit une solution optimale. Et en gros, c'est un algorithme du coup de recherche de chemin, donc dans la théorie des graphes, qui prend un nœud initial et un nœud final, et il prend une certaine métrique. Du coup, ici, il appelle, enfin, c'est un abus de langage, encore une fois, une métrique. C'est une fonction du coup heuristique qui évalue un peu le coût prochain et le coût d'après, ainsi de suite. Donc, c'est ça un petit peu la grande différence avec le glouton, donc qu'on va voir après. Mais du coup, c'est basé sur un algorithme de Dijkstra. Vous devez bien le connaître, c'est un nom très connu du coup dans le domaine de la théorie des graphes, qui permet du coup de résoudre le problème des plus courts chemins en un temps polynomial. Et du coup, l'avantage de cet algorithme, quand il est associé, donc je précise bien à condition d'avoir une fonction heuristique admissible, ce qu'ils appellent une fonction heuristique admissible, c'est une fonction qui permet de calculer un peu le coût d'après, un peu comme la distance vol d'oiseau par rapport à la distance réelle entre villes en parcourant le chemin. Donc, à condition d'avoir cette fonction heuristique admissible, on est certain d'avoir une solution optimale. Mais le problème, du coup, enfin, aussi l'avantage encore, c'est qu'il ne parcourt pas tous les chemins. Donc, dès qu'il voit que c'est un chemin qui est voué à l'échec, ben, il ne le parcourt pas. C'est là où ça permet du coup d'optimiser un petit peu le calcul. L'inconvénient, c'est que quand on utilise donc cet algorithme à étoiles et qu'on n'a pas de fonction heuristique admissible, on n'est pas certain de trouver la meilleure solution.
Et puis, l'autre inconvénient, donc même quand on a une heuristique admissible, c'est que ça monte en complexité très, très rapidement. Et typiquement, donc, dans les puzzles qu'on a eus, quand il y a plusieurs couleurs et une grande taille, bah là, ça prend énormément de temps et ça prend énormément aussi de mémoire. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, moi, je prends la suite. Vous m'entendez? Oui. Alors, maintenant, on va passer à la vie réelle. C'est la solution, en fait, avec des algorithmes greedy. L'idée, en fait, c'est que à chaque step, on va sélecter, on va avoir une fonction de sélection qui va choisir le meilleur candidat. Voilà. Et elle va avancer, en fait, dans la construction, en fait, de la solution step by step. Et à chaque fois, comme on a dit, il y a une fonction qui permet de choisir la meilleure candidat pour la solution. Ce qu'il faut retenir, en fait, la fonction de sélection, elle est se baser sur les informations actuelles. Elle ne va pas voir le schéma global. C'est pour ça, on va dire que on peut avoir des solutions, ça c'est sûr, mais ce n'est pas la solution optimale. Ça peut être la solution optimale, mais ce n'est pas en certitude. Ce qui est bien, c'est l'avantage de cet algorithme-là, c'est rapide. Voilà, c'est l'exécution rapide. Ça simplifie le problème, y avoir une solution. Mais l'inconvénient, comme on a dit, on ne va pas avoir en fait une solution optimale, on n'est pas sûr. Et voilà, c'est principalement ça la différence comparant les deux dernières algorithmes qu'on a déjà précisés, le brute force et aussi le A étoile. Mais le vrai avantage, c'est la simplification et la rapidité d'exécution. Voilà. Il y a juste une petite remarque que j'avais remarqué du coup sur un des algos qu'on a reçus, c'est que du coup, il a utilisé le greedy pour avoir une solution. Et cette solution, étant donné qu'il n'était pas certain que ce soit la bonne réponse, donc il a fait un brute force après, mais comment on va dire, du coup, majoré. C'est-à-dire que dès le départ, ben, il a regardé s'il y en avait des réponses qui sont aux alentours de la solution. C'est-à-dire, par exemple, si on a 25, et il a regardé entre 20 et 25 les possibilités pour voir s'il y a une autre solution. Bon, ça pouvait être du coup une solution pour optimiser, mais bon, ça prenait aussi beaucoup de temps. Oui, parce que la greedy algo, principalement de gagner du temps. Et on ne va pas aller dans tous les chemins. À chaque step, juste on sélecte la meilleure candidat et on avance. C'est ça, en fait, le principe. Et ça n'empêche de, de mélanger plusieurs algorithmiques pour avoir des solutions. Allô? On t'entend. D'accord. Du coup, la résolution, comme on a dit, en fait, on a la brute force, on a les greedy algo, on a aussi A étoile. Ça dépend en fait de la problématique. Si on va d'une façon globale, ça dépend des besoins et de l'algo. On peut choisir un parmi ces trois-là. Franchement, moi, brute force, je ne recommande pas parce que c'est très gourmand en termes de mémoire. Aussi, ça prend beaucoup de temps à résoudre, mais plutôt, il faut choisir un parmi les solutions greedy ou bien à étoile. Voilà. Ici, en fait, il y a un tableau récapitulatif en fait, entre le greedy, les A étoiles qu'on a eu. Si on prend par exemple la première set de données, on va remarquer en fait pour le greedy, c'est le temps d'exécution, il est très. Par exemple, pour le small, c'est toujours très très rapide, on est presque sur 0, mais le nombre de moves, si l'on compare le greedy et le A étoile, on trouve que le greedy ne donne pas en fait la meilleure solution. Voilà. On a deux jours, par exemple, il y a un 20, dans l'autre côté, il y a 17, on a un 28, après on a un 23. C'est ça en fait la principale différence entre les deux. Voilà, le greedy, c'est rapide, mais ce n'est pas la meilleure solution. Le A étoile, ça prend plus de temps,
Mais si en fait on a une fonction heuristique qui en fait comment s'appelle, Fatima, la fonction heuristique? Qu'est-ce que soit? Pardon, j'arrive en plein milieu, j'ai entendu mon prénom, mais Admissible, hein, c'est ça, ouais. oui. En fait, c'est ça. Si on va définir une fonction heuristique et admissible, on va garantir en fait qu'on va avoir une solution qui est optimale. Voilà. En fait, admissible, c'est Mm, en fait, c'est une condition qu'on peut vérifier mathématiquement, en fait. mm, Et grosso modo, il faut que cette fonction, pour qu'elle soit admissible, il faut qu'elle représente une distance moins que la réelle parcourue. mm. Et dans le cas du coup qui était utilisé avec le A étoile, c'est du coup, c'est le nombre de régions divisé par le nombre de couleurs. Ouais. Au lieu d'utiliser que combien ça va nous rapporter, combien de cases ça va rapporter, c'est combien de cases ça va rapporter par rapport au nombre de couleurs. Mm. Et si j'ai bien aussi noté, en fait, en comparaison entre le greedy et A étoile, on a dit que le greedy algo, c'est plutôt simple, qui simplifie bien la solution, la simplifie. Dans le A étoile, en fait, le vrai challenge, c'est de définir cette fonction heuristique qui est admissible. Ça, en fait, c'est le vrai challenge. La complexité, c'est dans ça. C'est ça. Et on peut imaginer, du coup, si on arrive à trouver une fonction heuristique encore meilleure que celle, du coup, qui a été utilisée pour faire cette comparaison-là, on peut espérer, du coup, de meilleurs résultats. Mm. Il faut la trouver. Ouais, effectivement. Je pense qu'on peut passer à la suite, Jérémy. Donc, en fait, la conclusion entre les deux, c'est que tout simplement, le temps d'exécution de A étoile, du coup, augmente d'une manière exponentielle. Du coup, surtout que si on varie et le nombre de couleurs et la taille de la grille. Et certainement, donc ceci dû au fait qu'on a plusieurs mouvements pour résoudre le puzzle. Et étant donné que c'est un système de stack et qu'à chaque fois, on met à jour la stack et on rajoute des possibilités et on revient en arrière pour tester les autres possibilités, bah, ça rend la complexité exponentielle. Et puis, donc la brute force, ben, on ne va pas trop en parler parce que c'est tout simplement une mission suicide dès qu'on dépasse les petites grilles avec un nombre moindre de couleurs. Et le greedy algorithme, donc si on veut juste une solution, bah ça nous permet d'avoir une solution. Bon, certes, elle n'est pas optimale, mais c'est rapide. Donc, c'est à nous après de voir qu'est-ce qu'on privilégie, le temps ou la certitude que ça soit optimal. Et puis, pourquoi pas bah, trouver une meilleure heuristique pour A étoile pour la rendre meilleure. Voilà. Diapo suivante. Est-ce que du coup, vous avez des questions ou tout simplement des suggestions ou des choses à partager avec nous? N'hésitez pas, soyez pas timide. On t'entend pas, Vincent, si tu essayes de parler. Ouais, je voulais dire que je voulais féliciter Mike, notamment, pour sa participation, notamment, je vous partage un lien. Il est ravi de partager ça avec tout le monde. Voilà. Il a fait une petite implémentation à lui, en Flutter. Et il y a une petite web app que vous pouvez consulter pour ce jeu, si vous voulez vous amuser un peu à le faire à la main, puisque tout le monde le sait, évidemment, l'humain est supérieur à n'importe quel algorithme. On n'a pas réussi à reproduire l'humain encore. Donc, n'hésitez pas à vous amuser. Il le partage avec plaisir et je le remercie. Par la même occasion, du coup, je vais partager le lien
que j'avais trouvé sur la petite étude dont, enfin, je ne retrouve pas le lien, mais je connais le nom. Si je retrouve, je vous l'envoie entre-temps. Mais le nom du coup de la personne, c'est ça. Il a une vidéo qui est très intéressante, qui explique un peu le fonctionnement, etc. Par contre, c'est en langue indonésienne. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, vous pouvez mettre les sous-titres en anglais ou en français. Ce n'est pas toujours parfait, mais ça permet largement, avec la vidéo et les étapes, etc., de suivre. C'est assez intuitif, c'est assez coloré et c'est très, très intéressant. Et je pense que si vous mettez le nom sur Google, vous allez trouver un petit peu les études qu'il a effectuées. Il n'en a pas fait que sur ce jeu-là, il en a fait plusieurs sur la théorie des graphes et tout ce qui concerne les algos qui implémentent, enfin, qui prennent ça en considération. Voilà. Oui, Lisa, du coup, ouais, on va continuer quand même à exécuter les algos. Vincent, plutôt, qui va continuer à le faire. Et il va envoyer le mail, du coup, du gagnant. Après, moi, j'aurais bien aimé, du coup, si Vincent, du coup, c'est la personne, du coup, qui a codé ensuite, s'il veut nous expliquer un petit peu, ça peut être cool. Je vais prendre la parole. Alors, je ne sais pas s'il est là dans la liste, il faudra regarder. Participant. Il est là, Mike. Si Mike veut parler, par exemple, mais il le peut. Ah, désolé, j'étais en mute. Allô, vous m'entendez? Tout à fait, on t'entend. Ok. Très bien. Oui, c'est-à-dire pour moi, c'était un challenge de deux côtés, c'est-à-dire une côté l'algorithmique, mais je voudrais aussi profiter de prendre un peu d'expérience en Flutter pour la partie UI. Donc, pour l'algo, j'ai été plutôt dans une direction brute force, disons deep first search, en réduisant le champ de recherche dès que je trouve le premier successif, de réduire le nombre de pas à exécuter. Et oui, c'était pour moi surtout aussi de prendre l'expérience au niveau visuel, parce qu'au début, j'ai cru qu'on pourrait peut-être rassembler les points dans des groupes de points et faire le switch tout de suite sur le groupe. Et suite de la partie que j'ai fait en visuel, j'ai vu non, ce n'est pas possible. C'est vraiment point à point à prendre individuel. Et ça m'a aussi aidé pour analyser un peu le problème. Mais en tout cas, ta solution visuelle, notamment ta web app, était bienvenue. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je me suis bien amusé. Voilà. Merci de l'avoir faite et de l'avoir open sourcé. Oui, c'est à vous, c'est un plaisir. C'est cool du coup de réunir tout le monde, les passionnés d'algorithmie. C'est toujours un plaisir de parler un peu la même langue. D'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui ont soumis leurs algos, qui veulent en parler ou faire un petit résumé, ou même d'autres du coup qui veulent commenter là-dessus, c'est la bienvenue. Hop, sinon, on peut conclure. Ah. Bon, on peut passer du coup à la suite, Jérémy. Je voulais juste du coup, parce que le jeu paraît très simple à premier abord. On a l'impression que c'est un jeu d'enfant, mais c'est un jeu du coup qui est très, très cool et qui est du coup NP difficile. Donc, pour ceux qui ont participé, vous êtes attaqués à quelque chose, du coup, à une problématique assez intéressante et assez importante. Donc, merci d'avoir participé.
Je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez devenir millionnaire sans passer par l'euro-million, il y a aussi une possibilité. Du coup, c'est de répondre à une problématique qui est, qui est très connue. Donc là, on avait dit que du coup, les P problèmes, c'était des NP problèmes. Mais le but, c'est que si on arrive tout simplement à démontrer que P égale à NP, ça veut tout simplement dire que tous les algos qu'on arrive à vérifier polynomialement, ben qu'il existe du coup une réponse polynomiale, même si on ne l'a pas trouvée. Donc, le but, c'est que du coup, si vous avez la réponse de P égale à NP, ou P est différent de NP, ou tout simplement que cette problématique n'a pas de solution, il y a 1 million de dollars du coup à celui qui va la trouver. J'aimerais conclure là-dessus parce que du coup, ça vous laisse un peu le choix, sachant que certains, si vous arrivez par exemple à trouver juste une solution, ça permet du coup de déchiffrer ce problème que de nombreux chercheurs sont penchés dessus. Et surtout l'institut de mathématiques qui s'appelle du coup Clé. Voilà. Merci à tous. Merci Fatima. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bye. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.